Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'avais envie d'aborder un sujet qui me tient à cœur, sur lequel j'ai pas mal avancé, cheminé ces dernières années. Et j'avais envie de lever un malentendu qu'il y a souvent à propos de l'éducation bienveillante, la parentalité positive, etc. On entend souvent des phrases comme la parentalité positive, ça marche, ou ça ne marche pas, ou est-ce que ça marche? Ah oui, tu fais ça, toi, ok, est-ce que ça marche? C'est quoi le problème avec cette façon de penser? Est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas? C'est qu'en fait, derrière, ça veut dire qu'on a une attente de résultat. Ça veut dire qu'on s'attend à ce que notre enfant fasse ce qu'on a décidé qu'il ferait, donc qu'il se plie à nos attentes d'adultes en fait. Donc quand on est dans cet état d'esprit, ça veut dire que quand on demande quelque chose à notre enfant, c'est plus qu'une demande en fait finalement. Ça ressemble plutôt à une exigence puisque on cherche coûte que coûte des moyens de faire en sorte qu'il réponde à notre demande. Donc en fait, on lui demande d'obéir. On va appeler un chat un chat. On lui demande de coopérer, comme on dit souvent dans le jargon de la parentalité positive. Mais en fait, si on est dans cet état d'esprit-là, coopérer, c'est obéir. Voilà, faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc, dans cette démarche-là, la seule vraie différence par rapport à l'éducation traditionnelle, c'est que pour parvenir à ça, on va utiliser des moyens un peu plus détournés, une manière douce, avec des petites techniques comme par exemple le fait de parler avec une petite voix mielleuse pour orienter l'enfant à faire quelque chose. Parfois, ça va être par le jeu. Par exemple, on veut que l'enfant prenne son bain, mais l'enfant n'a pas envie de prendre son bain, et donc du coup, on va l'attirer à la salle de bain par des techniques en disant regarde, je vais t'attraper jusqu'à la salle de bain, et puis après, on va inventer un truc pour le déshabiller, et puis après, on va le mettre dans la baignoire. Et voilà, et donc on va parvenir à nos fins par le jeu, mais au final, est-ce que l'enfant était vraiment consentant? Alors attention, hein, par rapport à ça, je précise, j'ai absolument rien contre le fait de mettre du jeu dans ces moments-là. Au contraire, c'est super chouette. C'est juste qu'il y a une différence notable entre le fait de mettre du jeu pour rendre le moment plus agréable avec le consentement de l'enfant. Donc par exemple, on peut dire, on va faire le bain, ah oui, t'as pas trop envie, et si on jouait à ça, est-ce que ce serait plus chouette pour toi? Est-ce que là, t'aurais envie, etc. Et là, du coup, c'est différent parce qu'il est consentant du début à la fin et c'est juste de mettre du fun dans le truc et c'est cool. Par contre, quand il dit non et qu'on l'attire par des stratagèmes comme ça pour finalement le faire quand même, là, on outrepasse son consentement et c'est beaucoup plus discutable. Et je pense pas qu'on puisse parler de relations respectueuses dans ces cas-là. Moi, ça m'est déjà arrivé d'utiliser des techniques comme ça avec mes enfants au début. Et d'ailleurs, je me souviens d'une fois avec ma fille où j'avais commencé un petit peu à cheminer là-dessus quand même. Quand elle était toute petite, je sais pas si elle avait un an et demi, elle était dans le bain et puis elle ne voulait pas sortir. Et puis, je l'avais attirée hors du bain, en fait, par un jeu ou je ne sais pas quoi, pour qu'elle sorte du bain. Alors qu'à la base, elle avait dit qu'elle ne voulait pas sortir. Ça avait fonctionné. Sur l'instant, elle était sortie du bain. C'était chouette, sauf que au bout d'un moment, elle avait réalisé la supercherie et elle s'était rendue compte qu'elle n'était plus dans le bain une fois le petit moment de jeu passé. Et là, elle était super frustrée, elle s'était mise à pleurer, elle était en colère. Et je pense que oui, elle s'était sentie eue en fait, comme si elle se disait je me suis fait avoir. Parce que au final, elle était sortie pas parce qu'elle avait décidé de sortir, mais parce que voilà, je l'avais attirée sournoisement alors qu'elle ne s'en rendait même pas compte. Mais voilà, au bout d'un moment, l'enfant s'en rend compte et puis après il se sent trahi et puis la fois suivante ça risque de ne pas fonctionner en plus. Voilà, fin de la parenthèse, mais je voulais quand même préciser parce que je dis pas du tout que c'est pas bien de jouer avec son enfant pour dans le quotidien, dans les routines et tout, loin de là. C'est juste que voilà, il y a une différence quand il y a une intention derrière de lui faire quelque chose de manière détournée sans qu'il s'en aperçoive alors qu'il n'était pas d'accord, ou alors de juste mettre du fun dans le moment, et ça c'est tout à fait ok évidemment. Parce que si on en a discuté avant, si on se dit ok, t'as pas trop envie, qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre ce moment plus agréable, là c'est une réflexion commune, une recherche de solutions communes, il donne son consentement et il connaît les tenants et aboutissants de tout, et il sait ce qui va se passer, il sait qu'au final il sera sorti du bain ou qu'il aura fait son bain ou je ne sais quoi, et là c'est en toute transparence. Voilà. Dans le genre, il y a aussi la technique du faux choix, où on propose à l'enfant un choix fermé pour qu'il choisisse l'une ou l'autre option avec deux options qui nous arrangent. Par exemple, l'enfant ne veut pas s'habiller et on lui dit est-ce que tu veux mettre le pull bleu ou le pull rouge? Et l'enfant automatiquement va choisir une option puisqu'on lui en présente deux, ce qui arrange l'adulte. Ça, pour moi, c'est pas ok non plus. Et ça, je l'ai fait, hein. Je l'ai fait avec mon fils au début où je m'intéressais à la parentalité positive parce que c'était une astuce qu'on retrouvait partout. Et donc, je l'ai fait avant de cheminer plus les années suivantes.
Mais quand on y réfléchit bien, est-ce que c'est respectueux? Si moi je disais à mon chéri qui a envie qu'on sorte ce soir, non mais là en fait je me sens pas en forme du tout et j'ai pas envie de sortir, je préfère rester à la maison, et que lui me dise ok, alors on va au cinéma ou au restaurant? Est-ce que je me sentirais respectée? J'aurais juste envie de lui dire mais t'as rien compris, je veux ni l'un ni l'autre, c'est juste que j'ai dit que je voulais rester à la maison, est-ce que tu entends ce que je te dis? Voilà. Et bien c'est ça que peut ressentir l'enfant dans ces moments-là. D'ailleurs, je me souviens qu'à l'époque où je pratiquais cette technique avec mon fils quand il était tout petit, un jour, quand il avait à peu près 3 ans, il m'avait sorti un faux choix comme ça, alors que moi, je voulais aucune des deux options. Mais il m'avait dit, tu fais ça ou ça, hein, c'est... Il m'avait retourné le truc, en fait. Et là, ça fait prendre conscience de certaines choses. Ça fait un petit effet boomerang, là. On se dit, ah oui, effectivement. Donc voilà, moi je dis attention à toutes ces techniques-là parce que voilà, pour moi c'est simplement de la manipulation. Et en fait, dans cette dynamique-là, ça veut dire que finalement, l'objectif est inchangé. On a un objectif d'obéissance de l'enfant. Donc on veut qu'il se soumette à nos attentes, à nos ordres d'adultes. Et on va utiliser certains moyens pour y parvenir à cet objectif. Dans l'éducation traditionnelle, on va être dans les menaces, le chantage, les cris, la peur, etc. Et là, dans cette dynamique biaisée, je pense, de la parentalité positive, en fait, on va être dans la manipulation. D'ailleurs, on lit souvent ce titre accrocheur sur certains articles, vidéos de parentalité positive ou même certains programmes payants. Comment se faire obéir sans crier? Et je pense qu'effectivement, c'est vendeur parce que certaines personnes vont se dire, ok, c'est sans crier, je vais arrêter de crier sur mes enfants, donc là, c'est une méthode douce, etc. Mais voilà, faut quand même avoir confiance qu'à partir du moment où on cherche à se faire obéir, la dynamique est la même que dans celle de l'éducation traditionnelle. On ne devrait pas chercher à se faire obéir. Donc oui, c'est une manière plus douce, mais au final, est-ce que c'est mieux de passer des menaces, chantage, cris à la manipulation? Est-ce que c'est respectueux? Est-ce qu'on est dans une relation respectueuse avec notre enfant quand on fait ça? On est toujours dans une forme de rapport de domination avec l'adulte qui a le pouvoir sur l'enfant, l'enfant qui doit obéir à l'adulte, etc. C'est la même dynamique au final. Donc on est dans une relation de verticalité, on n'est pas dans une relation horizontale qui serait une relation d'égal à égal. Là, l'adulte se place comme supérieur, qui sait mieux que l'enfant, qui décide toujours à la place de l'enfant, etc. Alors attention, évidemment, il y a des moments où l'adulte doit prendre des décisions pour l'enfant, parce que l'enfant n'a pas conscience des conséquences de telle action, n'a pas tous les tenants et aboutissants, etc. Et sur certaines choses, notamment la sécurité, évidemment que parfois on prend des décisions pour nos enfants et c'est notre rôle et notre devoir. Et voilà, je ne nie absolument pas ça. Je parle plus de ces petites choses, comme par exemple prendre le bain à tel moment, à telle heure, qui pourraient être discutées avec l'enfant. Il y a des choses qui pourraient être négociables de manière honnête, sans manipulation, juste de dire, bon bah, ok, là t'as pas envie de prendre ton bain. En soi, si un jour l'enfant saute le bain, ou s'il le prend à un autre moment, ça ne va pas vraiment poser de problème. Donc voilà, c'est plus sur ce genre de sujet-là. Donc voilà, on a toujours ce rapport de domination, et surtout on a cette attente de résultat. C'est-à-dire qu'on va se dire, j'utilise telle technique pour que mon enfant fasse ça, pour qu'il aille au bain par exemple. Et est-ce que ça marche? Je vais tester. Ok, si ça ne marche pas, alors quoi? Si ça ne marche pas, s'il veut quand même pas aller au bain, on fait quoi? Là, on risque de rentrer dans le rapport de force. Et du coup, les dérives sont dangereuses parce que, en fait, on risque juste de retomber dans les schémas des VEO, en fait. Si on veut faire coûte que coûte obéir notre enfant à telle ou telle consigne et que par la manière douce, détournée, petite voix, faux choix, etc., ça ne fonctionne pas, alors qu'est-ce qu'on fait? Si on n'est pas prêt à accepter le refus de l'enfant, à étudier vraiment ses besoins, pourquoi il ne peut pas faire ce qu'on demande, etc., qu'on est obstiné à le faire telle ou telle chose, là, il y a un grand risque de rapport de force et de dérive dans les violences éducatives ordinaires. Parce que peut-être que l'enfant ne coopérera pas, peut-être que ça ne marchera pas. D'ailleurs, il y a un grand risque que ça se passe comme ça parce que finalement, les techniques, les méthodes, ça ne fonctionne pas. Il ne peut pas y avoir une méthode toute prête à appliquer sur un enfant dans telle ou telle situation. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Personne ne peut vendre une méthode comme ça. Alors là aussi, c'est vendeur, les méthodes clés en main, etc. Mais en fait, ça ne fonctionne pas, ce n'est pas possible.
Il y a trop de facteurs en jeu à un instant T. Déjà, plusieurs raisons peuvent expliquer le même comportement d'un enfant. Un enfant, par exemple, peut se mettre à dessiner sur le mur parce qu'il a un élan artistique et qu'il n'a rien d'autre sous la main pour exprimer son art. Voilà, il n'a pas de papier, il a trouvé des feutres et oh là là, il exprime son élan sur le mur. Voilà. Mais il se peut aussi qu'il écrive sur le mur pour une toute autre raison. Par exemple, il est furieux, il est en crise de rage et ça va être son moyen de décharger. Ou alors peut-être que ce serait juste une simple exploration comme un petit scientifique de se dire tiens, telle couleur de feutre, comment ça fait si j'en mets sur le mur? Voilà, en fait, pour un même comportement, il peut y avoir plein de causes sous-jacentes différentes parce que le comportement est l'expression d'un besoin et les besoins sous-jacents peuvent être divers et variés. En plus, évidemment, chaque enfant est différent et ne fonctionne pas exactement de la même manière. Chaque parent est différent aussi, n'a pas toujours les mêmes niveaux de ressources. Chaque famille est différente, les fratries, etc. Et puis, à un instant T, on n'aura pas tous les mêmes ressources, les mêmes capacités, que ce soit les enfants ou les adultes. À un instant T, moi, en tant que maman, des fois, je vais avoir beaucoup de ressources pour mettre en place beaucoup de choses, être très patiente, etc. Et puis, il y a des fois où ce ne sera pas possible. Et on ne peut pas me dire, il faut toujours réagir comme ça quand ton enfant fait ça, parce qu'en fait, j'en serai pas toujours capable. Peut-être qu'il y a des fois, je pourrais, des fois, je pourrais pas. Et mon enfant, c'est pareil. On peut pas me dire, il faudrait lui faire ça quand il se passe ça. Bah non, parce que c'est pareil. Il y a des fois, peut-être qu'il sera capable de faire ça, dans de bonnes dispositions, et puis des fois, peut-être qu'il n'en sera pas capable parce que son état émotionnel ne lui permettra pas. Ce n'est pas parce qu'un enfant était capable d'une chose une fois qu'il en est capable tout le temps, à chaque fois. Là aussi, il y a plein de facteurs, plein de paramètres qui rentrent en jeu. Donc quand on met tout ça ensemble, les situations sont beaucoup plus complexes. Et c'est pour ça qu'une méthode toute faite où pour telle situation, il faut appliquer ça, ne peut pas fonctionner. Et donc, si on prend trop au pied de la lettre ces astuces de parentalité positive, et qu'on a cette logique de se dire il faut que ça marche, je vais appliquer ça et ça va fonctionner, ça va donner ça, comme si c'était une recette de gâteau en fait, que l'enfant est un gâteau, voilà. Maintenant, ça ne pourra absolument pas fonctionner. Et c'est là que si on a des attentes élevées sur le fait que ça fonctionne, si on n'a pas changé de paradigme par rapport à l'accompagnement des enfants et qu'on pense toujours en verticalité, comme quoi il doit faire ce que je demande parce que je suis l'adulte et que c'est moi qui décide, etc., sans prendre en compte tous les paramètres, sans prendre en compte les besoins de l'enfant, mes besoins à moi, la situation dans son ensemble, etc., et se poser les bonnes questions, alors ça ne fonctionnera pas et alors on risque d'être déçu parce que ça ne fonctionnera pas et on risque de se dire ça ne marche pas, de rejeter en bloc la parentalité positive dans son ensemble avec les notions de respect de l'enfant avec et de se dire voilà, puisque ça ne marche pas, alors c'est pas pour moi, c'est pas pour mon enfant, ça ne marche pas pour notre famille, donc je repars sur ce que je connais, à savoir l'éducation traditionnelle avec les menaces, les punitions, le chantage, les cris, etc. Parce que ça, au moins, ça marche. Voilà. Entre parenthèses, ce n'est pas parce que quelque chose marche que c'est quelque chose de souhaitable non plus. Un enfant qui se soumet par la crainte et qui n'ose plus rien dire parce qu'il a peur de son parent, on pourrait dire ah bah ça marche, il a fait ce que j'ai demandé. Mais est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut pour nos enfants? Est-ce que c'est vraiment ça la relation qu'on veut établir avec nos enfants pour le long terme? Accompagner son enfant dans le respect ne devrait pas être corrélé à une attente de résultat. On respecte son enfant juste parce que on l'aime et que c'est un être humain qui mérite d'être respecté comme n'importe quel être humain. Point. Donc il n'y a pas de ça marche ou ça ne marche pas. On n'a pas besoin que ça marche pour respecter notre enfant. On le respecte parce que c'est la base en fait, parce que on souhaite avoir une belle relation avec lui, parce que c'est un être humain qui mérite le respect. On veut déconstruire ces schémas adultistes et violents vers les enfants des générations précédentes. Et c'est ça, en fait, il n'y a pas d'autre objectif. En fait, si on avait un objectif, ce serait seulement de dire qu'on souhaite respecter notre enfant pour qui il est, l'accompagner, l'aider à grandir, tisser une belle relation avec lui, être heureux ensemble. Point, et c'est tout, en fait. Et si jamais il ne répond pas à certaines attentes ou qu'il ne se comporte pas bien, etc., on ne va pas se dire « alors du coup, je le respecte plus ». Ça n'aurait pas de sens. On va plutôt se questionner sur nos attentes. Est-ce qu'elles étaient réalistes?
quels sont ses besoins, quels sont les miens, comment est-ce qu'on peut concilier tout ça ensemble, chercher des solutions constructives, etc. Mais on ne va pas se dire, ça ne fonctionne pas de le respecter, donc j'arrête de le respecter. D'ailleurs, cette logique, personne ne penserait à l'appliquer à n'importe quel être humain, à part les enfants. On ne dirait pas ça avec son conjoint, par exemple. On ne dirait pas, j'essaye d'être dans une relation respectueuse, on va voir si ça marche. Non, c'est juste qu'on le respecte parce que c'est la personne qui partage notre vie et puis que c'est tout. C'est comme ça. Avec nos enfants, c'est la même chose. Et si on a tendance à penser différemment, souvent malgré nous, ça c'est à cause de nos conditionnements. Parce qu'on a toujours été témoin d'autre chose, on a toujours été témoin de relations verticales sur les enfants. Donc on ne le respecte pas dans une attente de résultat, on le respecte pour le respecter. Et ensuite, oui, il y aura sûrement des conséquences positives s'il est plus coopérant. Ben c'est super. Ce sera probablement une conséquence positive du fait d'avoir une belle relation. Ça ne devrait pas être le but premier, l'intention première. Voilà, c'est pour ça que dans ma démarche, on ne fonctionne pas du tout en termes de résultats, de est-ce que l'enfant a fait ci ou est-ce que l'enfant a fait ça. Ce qu'on va mesurer, c'est plutôt la qualité de la relation. Voilà, s'il devait y avoir un seul objectif, ce serait de respecter son enfant en toutes circonstances, quoi qu'il arrive, de ne pas user de violence, d'avoir une relation harmonieuse avec lui, d'être heureux ensemble, d'arriver à un certain apaisement familial. Voilà, ça, ce sont des objectifs auxquels on peut penser, mais ça ne doit pas être que l'enfant nous obéisse. Enfin, ou alors là, moi, à partir de là, si on me présente la parentalité positive en ces termes, je ne suis pas rattachée à ça. Ça n'a rien à voir avec les accompagnements que je propose. Alors le terme parentalité positive a été repris à toutes les sauces, il y a énormément de personnes qui en parlent et qui ont des approches différentes. Et certaines personnes vont utiliser ce terme mais ne vont pas être dans cette approche adultiste et vont être dans un réel respect de l'enfant. Et d'autres vont utiliser ce terme mais voilà, de manière complètement détournée, où au final la seule intention c'est de se faire obéir sans crier, d'utiliser des stratagèmes manipulatoires pour parvenir à nos fins avec nos enfants. Et là, moi, voilà, je ne suis pas du tout là-dedans, mon approche n'a rien à voir avec ça. Et c'est pour ça que dans mon programme Une relation harmonieuse avec mon enfant, ce qu'on travaille, c'est ça, c'est la relation. C'est l'amour inconditionnel, c'est le fait d'être capable de rester dans le respect de l'enfant, même quand ça devient compliqué, même quand il ne répond pas à nos attentes, même quand il se comporte mal, entre guillemets, et d'être capable de ne pas se laisser envahir par des réactions automatiques de violence, et plutôt de réagir en conscience, selon notre niveau de ressources aussi, de manière réaliste, et surtout sans violence, quoi qu'il arrive. On a le droit d'être fâché, on a le droit de ne pas être d'accord, on a le droit de tout ça, d'être en colère, on n'a pas le droit d'être violent. C'est ce qu'on enseigne à nos enfants, et c'est aussi ce qu'on devrait réussir à faire nous-mêmes. C'est pas toujours si facile. Voilà, donc dans mon programme, il n'y a pas de recette magique, recette miracle pour faire à nos enfants certaines choses. Et donc, si c'est ce que vous recherchez, eh bien, je vous dirais de ne pas vous inscrire puisque voilà, vous ne trouverez pas ça dans mon programme. Ce n'est pas du tout mon approche. Il n'y a pas de technique manipulatoire pour se faire obéir, ni rien de tout ça. On va plutôt travailler l'empathie, on va travailler la régulation émotionnelle, on va travailler sur la compréhension des comportements de notre enfant. On va travailler sur la recherche de solutions tous ensemble, sur le fait d'essayer au mieux de concilier les besoins de tous, pour que personne ne se sente lésé, pour que tout le monde se sente bien. On va travailler sur la communication, mais la communication sincère, où on exprime ses besoins, honnêteté et sans arrière-pensée de je vais lui faire ça, je lui dis ça, donc comme ça il va faire ça, etc. Parce que là, on rentrerait dans la manipulation. Donc si tout ça, ça vous parle, si vous adhérez à ces notions-là et que vous avez vraiment envie de travailler là-dessus pour votre vie de famille, que vous êtes convaincu de cette approche, mais que dans la pratique, c'est pas toujours facile, et que parfois, malgré toute votre bonne volonté, eh bien, vous ne parvenez pas à rester respectueux avec votre enfant à certains moments et de manière répétée. Et voilà que vous avez envie de travailler sur vous-même pour vous améliorer là-dedans, et aussi mieux comprendre votre enfant, pour mieux l'accompagner, mieux comprendre ses étapes de développement, comment fonctionne son cerveau, etc. Sachez que les inscriptions pour mon programme Une relation harmonieuse avec mon enfant sont ouvertes pour encore quelques jours. Et donc, je vais mettre le lien dans la description. En cliquant sur ce lien, vous aurez accès à toutes les informations sur le programme. Et ensuite, si le cœur vous en dit, si vous avez envie de vous joindre à nous, eh bien, n'hésitez pas à vous inscrire. Voilà, on a déjà un petit groupe de mamans super motivées qui ont rejoint le programme.
Et donc, si vous voulez nous rejoindre, je vous accueillerai avec plaisir. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt et à la prochaine vidéo.